à tous, ravi de vous retrouver. Il est 13 heures et on démarre avec les titres des perturbations dans la chaîne de ramassage des ordures. Les concessionnaires ont fixé en modus operandi une grève illimitée. La cause d'une enveloppe d'arriérés de montant de 18 milliards de francs CFA. Les fournisseurs leur mettent la pression pour l'instant. Ils sont désabusés. Ils alertent l'État. Dans cette édition aussi, on s'intéressera aux qualifications de l'Afro-Basket 2025. Le Sénégal bat le Gabon et occupe la première place du groupe. Vous aurez le score et l'enjeu pour les Lions du basket des qualificatifs. Et puis au Mali, la HAC, autorité de la communication, un peu le CNRA chez nous, a retiré la licence à la télévision privée Joliba TV News à cause d'une émission diffusée. Les journalistes protestent. Le régime militaire en place durcit la purge contre les médias. Ce sera en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, on revient. Merci de nous accueillir chez vous. On démarre avec les législatives, avec les résultats provisoires des élections du 17 novembre. Le parti Ensemble pour le Sénégal félicite le parti PASTEF pour sa victoire. Mamadou Salif Sow et ses camarades disent sortir de ce joute électoral sans regret malgré leur déception et appellent par cette même occasion les députés de la 15e législature à être responsables. On le comptait. Les résultats provisoires des législatives anticipées du 17 novembre dernier sont sans appel pour le parti Ensemble pour le Sénégal. Mamadou Salif Sow et ses camarades félicitent chaleureusement le parti PASTEF, arrivé en tête avec 130 sièges sur les 165 disponibles. Nous acceptons avec humilité et beaucoup de fair play ce verdict du peuple. Le parti Ensemble pour le Sénégal causait l'insigne honneur de dire ñun nag ñu ngi gërëm suñu militants yi fu ñu munta nekk ak responsable yi ñu àndaloon yépp def nañu seen kem kattan pour ñu mun a bokk ci député yi ñu doon fal mais yàlla dogal na bii yoon amuñu député mais loolu firndewul ne liggéeyuñu wala joxuñu liggéey bi geddam. Adresser vives et sincères félicitations à la majorité présidentielle. Après 4 ans d'existence, le parti Ensemble pour le Sénégal, dirigé par le maire de Diambéré, avait décidé de prendre part à ces joutes électorales. Même s'ils n'ont gagné aucun siège, ils ne regrettent cependant pas d'avoir pris part à ces élections. Notre jeune formation politique a participé aux élections locales en gagnant 10 communes et plus de 600 conseils municipaux à travers le pays. Pour la première compétition aux élections législatives anticipées, ce coup d'essai a été révélateur des progrès déjà faits en ce sens en récoltant près de 17 000 voix. Dans un esprit de fair play, ils appellent les députés de la 15e législature au travail. Nous leur demandons de travailler exclusivement pour l'intérêt national. Notre parti, fidèle à ses valeurs républicaines, s'inscrit dans une logique de respect et de renforcement du principe de séparation des pouvoirs. Tout en remerciant les militants et sympathisants du parti, l'ancien directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité les invite à continuer de vulgariser l'idéologie du parti. Après le vote du 17 novembre 2024 des législatives, c'est le vote de la loi de finances 2025 qui reste une urgence pour le gouvernement. Mais avant d'y parvenir, il faut une installation des députés de la 15e législature, les travaux en commission, ensuite les plénières. L'ancien parlementaire Théodore Monteil, on l'a interrogé. Il dit que les priorités actuellement, c'est le vote de la loi de finances 2025 avant le 1er janvier 2025. C'était une discussion avec Momar Cissé. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en Conseil des ministres, avait insisté sur certaines priorités en appelant le gouvernement à accélérer la finalisation du projet de loi de finances 2025. Mais il existe bien différentes étapes avant de parvenir au vote de la dite loi de finances. Si on installe l'Assemblée nationale, disons au plus tard le 30 novembre ou le 29, vendredi 29, après, on aura tout le mois de décembre pour examiner la loi de finances. C'est vrai, ils doivent avoir les 10 jours de lecture
Mais bon, vous savez, depuis un certain temps, quand il se passe un certain nombre de choses, on demande au Conseil constitutionnel de se prononcer et de réguler. S'agissant des délais, l'ancien parlementaire souligne qu'il est bien possible d'examiner la totalité du budget des différents ministères si les débats en commission sont bien organisés. Quand je parle de débats organisés, ça voudra dire que les différents groupes parlementaires et les non-inscrits vont s'accorder. C'est prévu par la loi. Vont désigner quelques orateurs. Disons, si on a 6 orateurs par commission, s'ils parlent pendant 5 minutes, c'est rapide, donc on pourra au moins faire 4 ministères par jour. 4 ministères par jour, ça fait moins de 10 jours en commission de finances. Et puis après, on a 3 jours pour rédiger les rapports et passer en plénière. Si en 10 jours aussi, on parvient à boucler les plénières, je pense qu'avant le 31 décembre, on pourrait avoir la loi de finances votée. Mais cette approche peut-elle être assimilable à un travail bâclé, n'est-ce pas? Bon, en réalité, vous savez, la loi de finances, quels que soient les débats et quelle que soit la longueur des débats, les députés ne peuvent pas y ajouter une ligne ou retirer une ligne. La loi de finances est votée ou rejetée telle qu'elle. Donc, on ne peut pas parler de bâclé. Bâclé, ça voudrait dire que si vous faites une lecture approfondie et que vous trouvez des irrégularités, vous pourriez les corriger. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut pas corriger le budget. Le budget est du ressort exclusif de l'État, du gouvernement. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le gouvernement a hâte de s'atteler aux urgences en vue de dérouler sa politique pour une gestion du pays dès l'année 2025. On en parlait dans les titres, encore des perturbations dans la chaîne de ramassage des ordures. Les concessionnaires du nettoiement ont entamé une grève illimitée pour exiger de l'État du Sénégal le paiement des arriérés d'une facture évaluée à 18 milliards de francs CFA. Ils se sont plaints des difficultés auxquelles ils font face pour honorer leurs engagements envers leurs fournisseurs des Mumbai. Les concessionnaires du nettoiement ont encore suspendu leurs prestations, et ce, depuis 4 jours maintenant. Un mouvement social qui concerne l'ensemble du territoire national. Ces agents clés de la chaîne de ramassage des ordures réclament des arriérés de paiement évalués à plus de 18 milliards de francs CFA. Ces factures impayées concernent la période de janvier à octobre 2024. Ces arriérés sont estimés à 18 milliards de francs CFA. Ça fait partie de nos revendications. Lors de nos discussions, les autorités avaient établi une grille de paiement des factures. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Les négociations avec le gouvernement sont jusqu'ici restées infructueuses. Ces concessionnaires révèlent qu'ils sont aujourd'hui dans l'incapacité d'assurer leurs charges. À ce jour, nous sommes collectivement dans une situation dramatique qui a les conséquences suivantes sur notre activité. Blocage de nos comptes auprès des fournisseurs de carburant. La pression de nos salariés à raison des arriérés de salaire. Le blocage de nos lignes de financement bancaire. Ils refusent de reprendre service tant que le gouvernement ne matérialise pas ses engagements vis-à-vis d'eux. Par conséquent, à défaut d'une solution immédiate à l'ensemble des points énumérés ci-dessus, nous serons dans l'impossibilité de reprendre le service de collecte des déchets sur l'ensemble du territoire national. Nous présentons nos excuses aux populations impactées par cette situation qui est indépendante de notre volonté. Ils sont néanmoins ouverts au dialogue et invitent l'État du Sénégal autour de la table afin de trouver des solutions pouvant résoudre de façon définitive les maux qui gangrènent le secteur du nettoiement. L'emploi avec le renforcement de capacités pointues des entrepreneurs pour mieux contribuer à l'essor économique du pays en phase avec l'agenda de transformation nationale 2050. 99% des entreprises sont des petites et des moyennes entreprises. Marie-Rose Fay est la directrice générale de l'ADPM.
Aujourd'hui, dans un écosystème où on a 99,8% des entreprises qui sont des petites et moyennes, très petites et moyennes entreprises, il est essentiel que nous puissions capaciter nos entrepreneurs pour pouvoir vraiment être le noyau qui va porter cette économie dans le cadre de l'agenda de transformation économique. Mais il est également essentiel d'aller à l'échelle dans la création d'entreprises. Aujourd'hui, on a 400 000 entreprises qui ont été identifiées, mais c'est encore très peu si on va avoir une économie solide, dense. Et donc, dans le cadre des missions de la DPME, cela fait partie des objectifs de densifier le tissu donc des PME, donc de créer beaucoup plus d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs responsables, d'entrepreneurs qui ont l'âme de l'entrepreneuriat, mais qui vont permettre vraiment d'aller à l'échelle et nous permettre également, avec le secteur privé, de répondre à cette problématique d'employabilité, notamment des jeunes et des femmes. Quelles mesures pour mettre en place l'emploi, promouvoir l'emploi des jeunes? La mairie de Yoff a tenu hier la deuxième édition du concept Tegel Sahalat. À travers celui-ci, la municipalité invite les jeunes entrepreneurs à présenter leurs projets. 3 d'entre eux vont être sélectionnés et les heureux gagnants se partageront 2 millions de francs CFA pour avoir beaucoup d'autres opportunités au Martiam. Ce sont de jeunes entrepreneurs en herbe qui voient d'ores et déjà leur avenir en grand. À l'image de Pape Maguedienne, juriste fiscaliste de formation, cette opportunité de la municipalité vient à point nommé. On a l'habitude de dire que la jeunesse est demain, mais il faut savoir que la jeunesse est aujourd'hui. Et savoir que pour que les jeunes puissent s'épanouir, il faut trouver ce genre de cadre-là et permettre aux jeunes de se développer mentalement, mais aussi économiquement. Encourager la jeunesse de demain, tel est le sacerdoce de l'édile de la commune. Avec ses partenaires, ils inscrivent le développement de l'économie locale au cœur de leurs préoccupations. Et cela nous permet de détecter les talents au niveau de la localité et de les aider à la mise en œuvre de leurs projets. Ce n'est pas à la mairie d'offrir un emploi aux jeunes, mais la municipalité a le rôle, a l'obligation, dans le cadre des compétences qui nous sont transférées, surtout avec la loi d'orientation des petites et moyennes entreprises. Au terme de la présentation de projet, 3 lauréats seront accompagnés financièrement. Pour ces deuxième années, le maire veut mettre les bouchées doubles en incluant d'autres structures. En général, le premier prix reçoit une enveloppe d'1 million non remboursable, le deuxième 600 000 et le troisième 400 000. Donc au total, c'est 2 millions de francs qui sont débloqués par la mairie et qui sont mis à disposition de ces jeunes entrepreneurs. L'année passée, par exemple, il y a une lauréate qui a eu à prendre la 3e place. Nous lui mettrons à disposition un kiosque de commerce écologique que nous lancerons très bientôt, Inch'Allah. Nous allons mettre aussi à disposition de certains des lauréats aujourd'hui des espaces de commerce afin qu'ils puissent vulgariser et vendre leurs produits. Élaboré par la municipalité, le concept Tegel Sahalat se veut être un pont de développement durable pour tout jeune Yoffois qui veut percer dans un domaine spécifique. La culture au profit des femmes, des artistes s'engagent pour lutter contre l'avortement clandestin. C'est le cas pour le Sénégal, l'action féministe qui a, à travers une exposition mise en exergue, les difficultés des femmes qui sont victimes de l'avortement. Écoutons Wasso Tunkara qui est la porte-parole de l'organisation. Oui, il faut préciser que au Sénégal, l'avortement est interdit par le Code pénal en son article 305 et 305 bis. Et c'est ça qui fait que dès qu'on parle d'avortement, on parle de clandestinité parce que c'est interdit. Et donc en 2012, il y a eu une étude qui s'appelle l'étude Goodmasher qui avait montré qu'au Sénégal, il y avait 55 500 avortements clandestins au Sénégal. Et dernièrement, il y a une étude aussi qui a montré que beaucoup de femmes qui sont en prison sont incarcérées pour infanticide. Et donc, ce qui veut dire que même si c'est interdit, il y en a qui prennent le risque en fait de le pratiquer et qui mettent en danger leur vie, leur santé et qui même finissent par perdre la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous, vu que nous utilisons l'art et la création artistique pour parler des sujets jugés tabous, nous avons jugé nécessaire de sensibiliser sur cette pratique qui impacte la vie des femmes,
Oui, parce que nous sommes une association qui utilise l'art et la créativité et qui parle de biennale, parle d'un grand rendez-vous national, régional, international. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas profiter de cet espace-là pour amplifier nos voix, pour permettre à beaucoup plus de personnes d'avoir accès à ces informations qui tournent autour des risques qui, pour nous, peuvent être trois, comme la mort, la prison ou les conséquences sanitaires. Après la culture et la santé, la science, l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques a tenu à Dakar sa 4e Assemblée générale ordinaire. Elle a procédé à la présentation des actes de son Assemblée générale constitutive le 13 novembre 2021. Des actes inscrits dans un ouvrage intitulé « Identité et différence ». Kayor Cissé. C'est un livre qui aborde la question de l'identité et des différences. Il rappelle que notre valeur réside dans notre capacité à nous ouvrir aux autres et à reconstruire un monde fondé sur l'espoir et la compréhension mutuelle. Une production scientifique de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, portée sur les fonds baptismaux en novembre 2021. Ce qui fait que les hommes ne s'entendent pas, c'est qu'ils s'enferment dans leurs particularismes, dans ce qui les différencie, alors qu'en réalité, la différence, c'est un enrichissement. Donc il faut le revoir dans un autre sens. Pour la préservation du commun vouloir de vie commune, l'ouvrage préconise le placement de l'humain au cœur des relations. Les guerres de religion dont on parle n'ont pu exister ou n'existent que parce qu'on a oublié l'humain. Alors qu'est-ce que c'est que l'humain? D'abord, la conscience humaine, c'est quelque chose de plus fondamental qui est à la base, qui est antérieur à toute religion, mais qui utilise la religion pour établir l'universel entre les hommes. Le Sénégal, un parfait exemple d'ouverture et de l'acceptation de l'autre, et l'historienne Penda Mbow ne dira pas le contraire. Si le Sénégal est devenu un pays démocratique, c'est parce que le Sénégal est avant tout un pays tolérant et qui vit très bien le multiconfessionnalisme. C'est-à-dire, partout il y a la tolérance, partout on se retrouve avec une cohabitation pacifique, c'est ce qui explique la vitalité de notre démocratie. L'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques a vu le jour suite au colloque tenu en 2016 à Dakar sur le thème 50 ans après Vatican II, l'Afrique et l'héritage d'Alioune Diop, le dialogue des religions et les défis du temps présent. Justement, restons sur cet événement avec l'historienne Penda Mbow qui fait un témoignage sur le professeur Alioune Diop, qui était un grand intellectuel. Nous écoutons Penda Mbow. Alioune Diop, c'est le fondateur de Présence africaine, la grande maison d'édition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et Présence africaine, à mon avis, c'est l'instrument de consolidation, d'organisation de la pensée en Afrique. Alioune Diop était né musulman. Ses parents sont des Halpulaar, Bontins, nés musulmans. Et Alioune Diop a fait son cheminement personnel. Il était devenu chrétien, mais il n'a jamais changé son nom. Et personne n'a même su qu'il était chrétien. Il y avait une différence entre ce qu'on vit du point de vue de ses croyances, de sa foi, et le travail qu'on fait dans l'espace public. Et je crois que cette dichotomie entre les deux a permis à Alioune Diop de vivre sa foi sans renoncer à son nom. Et ses parents ont continué à être musulmans. Et le premier geste qu'il a eu à faire lorsqu'il était devenu chrétien, c'est d'envoyer ses parents à la Mecque. Vous voyez, tout ça, c'est-à-dire ce sont des décisions personnelles, mais des décisions personnelles qui consolident l'individu dans sa trajectoire, mais qui en fait aussi un élément de tolérance et de cohabitation dans une société multiconfessionnelle. Et c'est ça, le Sénégal. Sur cet événement toujours, beaucoup de sujets qui touchent le monde ont été abordés, notamment le conflit israélo-palestinien. Le professeur Babacar Diop, sur ce sujet, pense que les Nations Unies devront revoir leur approche au Proche-Orient. On l'écoute. Le problème de départ, ce sont les Européens qui ont commencé à vouloir exterminer les Juifs. Ce sont eux qui ont créé
l'État d'Israël et qui ont théorisé la solution des deux États. Ils ne se sont pas donné les moyens pour que ce soit effectif. Et aujourd'hui, c'est cela. Et pire encore, l'État d'Israël a continué à grignoter, sans oublier le statut de Jérusalem, qui devait être une ville qui puisse appartenir aux trois religions monothéistes. Ça n'a pas été le cas. Et qu'il faut oser ouvrir de nouveaux chantiers. Il faut éviter qu'il y ait d'autres types de discrimination. Donc la faute des pays européens, les fautes des Nations Unies, sans oublier aussi les responsabilités des États arabes actuellement et des autres acteurs. Il faut en tout cas ouvrir les discussions, sinon je crois qu'on va vers des difficultés beaucoup plus grandes. Religieux installé officiellement comme évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga a appelé à une collaboration entre le spirituel et le temporel. Il a exhorté les acteurs politiques, religieux et la société civile à travailler ensemble pour tourner la page, notamment sur ce qui concerne le conflit casamançais. Le nonce apostolique, Monseigneur Valdemar Sommertag, ici présent, venait de rendre publique ma nomination comme évêque de Ziguinchor. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous traduirez au chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre M. Ousmane Sonko, toute notre sollicitude et notre communion dans la prière pour un Sénégal paisible et prospère. Mon ordination épiscopale, initialement prévue le 17 novembre, advient une semaine après pour laisser place aux élections législatives où le peuple sénégalais a encore fait preuve de sa grandeur d'âme et de sa maturité démocratique. N'est-ce pas un signe d'une nécessité dans notre pays de collaboration entre le temporel et le spirituel pour le bien de tous? Si j'ai voulu rappeler ces paroles du Saint-Père, du Saint-Pape Jean-Paul II, qui résonnent encore dans la mémoire de notre peuple, c'est parce que 32 ans après, l'Église de Ziguinchor porte le même souci de la stabilité de la région et compte s'engager davantage, ensemble avec tous les acteurs politiques, religieux, universitaires, société civile et population, pour qu'enfin le recompte tourne la page du conflit, pour passer à une nouvelle page de l'histoire de notre région, celle du développement et du rétablissement de la dignité. Actualité sportive, on disait dans les titres, avec le Sénégal qui enchaîne une deuxième victoire pour le compte des qualifications de l'Afrobasket 2025 pour leur deuxième sortie. Les Lions dominent le Gabon sur un score de 100-58 et consolident la première place du groupe. Nous écoutons cet élément avec Matar Bari. Parce que c'est une équipe très unie, avec un groupe jeune, avec un groupe qui vient avec beaucoup d'enthousiasme, mais vraiment, comme on le dit souvent, on est une famille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre grosse force. Alors moi, je me sens très très bien, comme je leur dis, c'est une tanière avec lesquelles qui me redonne beaucoup d'énergie. Donc on est là, nous, pour les mentorer, leur apprendre le chemin. Aujourd'hui, c'est eux qui ont l'équipe entre leurs mains. Donc voilà, ils vont continuer à progresser pour justement se préparer pour avoir cette qualification. Maintenant, voilà, c'est un match très très important. On le sait, on a une revanche à prendre sur ce qui s'est passé au Nigeria il y a 1 an et demi. On sait que le Cameroun, c'est une très très grosse équipe. Donc on va se concentrer encore une fois sur nous, sur nos points forts, corriger nos faiblesses et essayer de prendre ce match demain, Inch'Allah. Que tout le monde l'a en tête parce que ça a été une défaite qui a été difficile à encaisser. Mais voilà, maintenant ça, on va s'en nourrir pour avoir de la bonne motivation pour le match de demain. Une fois, voilà, on a eu une belle Dakar Arena aujourd'hui avec des supporters qui sont venus pour vraiment nous soutenir. Donc encore une fois, continuer, essayer de venir encore plus nombreux demain pour essayer de prendre ce match-là tous ensemble pour le Sénégal.
les Lions qui vont affronter le Cameroun lors de la prochaine journée. On disait dans les titres cette information avec la haute autorité de la communication malienne qui a pris la décision de fermer la télévision privée Joliba TV News en lui retirant sa licence. La mesure sera exécutoire dès le 26 novembre. La mesure survient après une plainte le 12 novembre du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre Joliba TV News. Cette plainte faisait suite à la sortie de Issa Kaoudjim, figure politique dans l'opposition malienne. La maison de la presse du Mali, dans un communiqué, condamne cette décision disproportionnée qui, dit-elle, porte atteinte au pluralisme médiatique et la liberté d'expression. Depuis 2020, le régime militaire malien dirigé par Assimi Goïta prend des décisions répressives contre la presse. Pour cette édition de 13h, merci à vous de nous avoir regardés. À tout à l'heure pour l'édition de 14h.